Sylvie Lenné, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission donc Dounia reçoit de la Tribune des Vagabonds du Rêve, donc la tribune littéraire. On va parler beaucoup de ce que tu écris, surtout des nouvelles, puisqu'en fait tu es novelliste. Tu es aussi, tu étais enseignante, mais en fait tu es toujours à l'université, donc émérite. Tu es à l'université de Lyon, à Lyon 3. Voilà, tu nous diras un petit peu. Et puis donc, on va parler de ton écriture, de l'écriture des nouvelles. On va parler aussi des nouvelles elles-mêmes, surtout à partir du recueil, d'un des plus récents qui s'appelle, alors je le relis parce que je confonds toujours, Fidèle à ton pas balancé. Je suis toujours prête à dire cadencé, je ne sais pas pourquoi. Fidèle à ton pas Oui, t'es pas la balancé. seule. Ça m'est déjà arrivé plusieurs Ça fois. t'est arrivé. Et- mais ça a un sens spécial, donc il ne faut pas se tromper. Ne pas cadencer, c'est beaucoup plus militaire que mon recueil, hein. Voilà, surtout, oui, surtout cette nouvelle est très particulière. Et donc, c'est sorti chez Actu SF, c'est toujours disponible en papier, très beau livre, en poche aussi. Et puis, c'est disponible aussi en numérique, ce qui est intéressant. Moi, j'ai les deux formules parce que comme c'est un livre assez épais dans le train, c'est plus simple de voir la tablette. Donc voilà, arrêtez de bavarder, je te passe la parole, je te présente un petit peu et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. À toi. Tu veux que je me présente plus en détail, c'est ça? Oui, comme tu veux, ce que tu as envie qu'on sache sur toi. Ah, j'écris des nouvelles depuis très longtemps. Je n'ai jamais écrit beaucoup. Avant, j'avais l'excuse de mon travail universitaire. Maintenant, j'ai plus d'excuses particulières. Enfin, si j'avais voulu chercher des excuses, celle-là marcherait plus. Mais je garde à peu près le même rythme. C'est-à-dire que j'écris en gros une ou deux nouvelles par an. Et puis comme je suis de plus en plus paresseuse, j'écris des nouvelles quand on me lance des défis intéressants. J'en écris pas comme ça, de moins en moins en tout cas, juste parce que j'ai une impulsion. En général, quand on me passe une commande bien déroutante que je sais pas par quel bout prendre, ben là j'ai envie de dire oui et puis je me lance. D'accord, bah écoute, merci, on va rentrer dans le vif du sujet donc. Et en fait, la première chose que j'aimerais te demander, tu es autrice de science-fiction. Bien que je trouve des fois ça flirte un peu avec le fantastique, avec peut-être ce qu'on appelle, vrai, entre beaucoup de guillemets, le body horror, parce qu'il y a quand même des choses sur le corps qui Ah sont oui. assez particulières. Ah oui, tiens, tu me diras ce que tu as trouvé dans ce registre. Bah, dans beaucoup de nouvelles, Ah oui, tiens, c'est la la première toute, fois qu'on me fait ce commentaire, c'est intéressant. eh ben, dans l'opéra de Chaillot déjà, c'est Oui. flagrant. Mais on en reparlera après. Donc, je voulais te demander, en fait, pour en revenir à ma question, est-ce que enfin, la science-fiction, maintenant, vu les événements, bon, c'est un peu bateau, mais en fait, on voit la guerre avec des IA, enfin, en utilisant l'IA, on voit ce qui se passe dans l'espace. En fait, la société se transforme, on a la catastrophe climatique qui se met en place. Est-ce que c'est encore de la science-fiction? Parce que ça, c'était des thématiques qui étaient de la science-fiction il y a encore 10 ans, quoi. Euh, Enfin, par rapport à ton écriture, hein, la science-fiction, pour moi, c'est parler du présent avec un décalage. C'est-à-dire en gardant une société qui reste plausible, à laquelle on peut avoir envie de croire, on peut imaginer qu'elle a existé, qu'elle existera, qu'elle pourrait exister dans un présent alternatif. Mais fondamentalement, ça parle du présent. Et puis que les IA existent, ben, ça n'empêche pas qu'il y a des tas de manières de réfléchir à la fois à ce que sont les IA et à la manière dont elles peuvent intervenir dans nos vies. On n'a pas réfléchi aux IA uniquement sur la thématique de faire la guerre, Dieu merci. C'est vrai qu'on a des drones, des tas Mais bon, ça n'épuise pas l'imaginaire. Je crois que rien de ce qui se passe
dans le monde réel ne peut épuiser notre imaginaire. Et si, c'est peut-être une question que tu avais envie de poser sur laquelle j'anticipe un peu, mais la science-fiction n'essaie pas du tout de faire de la prospective, hein, à mon avis. En tout cas, telle que je la conçois. Euh, Quelquefois, elle parle de choses qui ressemblent à ce qui va se produire, mais c'est presque un hasard. C'est pas forcément le but de l'auteur. Le but de l'auteur, c'est, en tout cas, moi, mon but, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que l'humanité, qu'est-ce que c'est qu'être humain, quel genre de choix on peut avoir à faire, comment on les affronte, euh, qui on est. Euh, c'est la, il faut des tas de cadres, de mondes possibles pour essayer de tourner autour du sujet. On n'arrivera jamais à l'épuiser. Donc, la science-fiction, c'est encore... La science-fiction est impérissable, immortelle. Tant qu'il y aura des gens qui auront envie d'écrire, à mon avis, il y aura des gens qui auront envie d'écrire de la science-fiction. Et c'est pas parce que, bah oui, on va forcément vers le futur tous les jours, mais il y a toujours plein de futurs devant nous. Alors après, il y a l'état du monde qui est inquiétant. Moi, personnellement, ce qui me freine pour écrire actuellement, c'est le fait que j'ai une conscience très très aiguë du fait qu'on est sur une planète en train de s'effondrer. Enfin, on est dans un univers qui va pas bien. Donc, se projeter dans des futurs lointains, ben, il faut trouver comment le faire. Soit imaginer une rupture euh, qui peut être de différentes natures, soit faire abstraction de tout ce qui se passe dans le monde réel, mais ça me paraît beaucoup plus difficile. Euh, c'est peut-être... Alors moi, je suis pas une grande fan de fantaisie. Quelquefois, ça m'arrive. La fantaisie ne se pose pas autant de questions, c'est vrai, parce que dans les univers de fantaisie, on n'a pas forcément besoin de prendre en compte l'état actuel du monde. On peut... Mais la science-fiction on fait comme on veut. C'est un espace de liberté pour moi, la science-fiction. Mhm. On peut tout faire avec. Je ne me suis jamais sentie restreinte par le fait d'écrire de la science-fiction. J'ai fait d'autres choses, j'ai écrit d'autres types de textes. La science-fiction m'a toujours rajouté un espace de liberté supplémentaire. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu continues C'est pour ça que je à en continue. faire. Oui, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Après, à lire, je peux lire d'autres choses. Mais moi, personnellement, ça me permet de poser des questions sous une forme qui les renouvelle, mieux que n'importe quel autre type de littérature. Oui, il n'y en a pas beaucoup, en fait, d'autres types. Oui, en même La temps, générale, le polar, la oui, oui, bon, fantasy. tout ce qu'on écrit est de la fiction d'une Mm, certaine manière, mais là, c'est quand même une fiction assez radicale, oui, mm. et Oui, et puis qu'on peut réinventer à chaque fois. et qui suppose que ton lecteur accepte Voilà, des règles du jeu. faut qu'il accepte de jouer le jeu, Voilà. et pour qu'il accepte de jouer le jeu, l'auteur doit aussi respecter un certain nombre de principes, hein. Ouais. Si à un moment donné, ton lecteur se dit, mais c'est n'importe quoi ça, ben là, tu l'as perdu et tu pourras jamais le rattraper. Et le problème, c'est que ton lecteur, tu sais pas qui c'est. Et une des difficultés de la science-fiction, c'est que, on a des lecteurs qui connaissent bien certains domaines, d'autres qui ne les connaissent pas, mais on en a quelquefois certains qui sont experts d'un domaine. Et quelquefois, un mot, euh, une touche malvenue peut casser la suspension d'incrédulité d'un lecteur bien informé. Je m'en suis aperçue, tiens, je te raconte tout de suite une anecdote. Oui. Euh, il y a une revue scientifique qui m'a sollicité pour écrire une nouvelle sur les thérapies géniques. Moi, mon domaine de recherche, c'est les sciences de l'information et de la communication. Je viens de l'informatique. Autant dire que les thérapies géniques, c'est franchement pas mon domaine, j'y connais rien.
Je leur ai dit, mais vous savez que je suis pas du tout ni médecin, ni biologiste, ni quoi que ce soit qui ait un rapport. Ils m'ont dit, pas de souci, on va vous aider à trouver quelques articles de vulgarisation qui vous donneront une vue d'ensemble. Bon, ben, je me suis dit, c'est intéressant comme défi, puis j'ai jamais essayé ce genre de choses. Euh, et j'ai écrit ma nouvelle, et puis je me suis dit quand même, je vais la faire relire par un vrai spécialiste. Et j'ai un copain qui travaille au département de virologie de l'Institut Pasteur, à qui j'ai envoyé ma nouvelle. Il m'a dit, ah, écoute, il y a un endroit, ça va pas du tout. Et il m'a fait changer un mot. Pour moi, c'était absolument transparent. Enfin, je voyais pas, j'ai jamais très bien compris la différence qu'il y avait entre ce qui m'a fait changer et ce qu'il a mis à la place. Mais pour lui, ça changeait tout. Il a fait de toi une experte en Non, je biologie. n'en sais pas plus qu'avant sur le sujet. Je sais ce que j'ai lu dans mes articles de vulgarisation, mais il m'a fait prendre la mesure de ce que on pouvait faire comme bêtise par rapport à un lecteur expert. Et qu'il suffit de peu de choses pour perdre son lecteur, en fait. Eh oui. Peut-être que c'est pas un risque qu'on a de la même façon en fantaisie, puisqu'apparemment, le principe de la fantaisie, c'est qu'on remet pas en cause l'univers qu'on vous présente, si j'ai bien compris. Bah, ou tu rentres dedans ou pas. Et Voilà. puis, après, il y a aussi des cohérences Oui, dans. oui, oui, si c'est incohérent, ce sera toujours gênant. Ouais. Alors, on va passer, puisqu'on était sur les nouvelles que tu as écrites sur demande, en fait. D'ailleurs, est-ce qu'elle est publiée, cette nouvelle dont tu viens de Oui, oui, parler? oui, oui, C'est laquelle? elle est dans la revue Futura. Euh, alors Futura était un site au départ qui publie beaucoup d'informations de type scientifique. Futura a évolué au fil du temps. Mais à un moment donné, ils ont décidé de faire un numéro papier. Ça a été le seul et l'unique, un très beau numéro avec 4 dossiers. Et chacun des dossiers était illustré par une nouvelle. Mais elle sera republiée un jour. C'est le consentement éclairé? C'est ça, Ah oui, d'accord. Alors, ok. consentement éclairé vis-à-vis des thérapies géniques. Oui, oui, ça, c'est intriguant comme titre, en plus. J'espère qu'on aura l'occasion de la trouver. Oui, je pense. Oui. Alors, ben, on va continuer, hein, puisqu'on parlait d'écrire. Dans tes nouvelles, j'en ai lu donc pas mal, que j'aime beaucoup, hein. Je te l'ai déjà dit. Et en fait, c'est que pour certaines, tu as une vraie construction, euh, entre guillemets, romanesque. Enfin, romanesque dans le sens format. Enfin, ça, c'est pratiquement un roman de mini-roman. D'autres sont moins longues, sont plus sur un sujet ou peut-être une idée comme ça. Mais l'une des plus construites, c'est d'ailleurs, elle a été primée plusieurs fois, c'est Les yeux d'Elsa, Oui, qui est magnifique, qui est terriblement belle aussi. Et je voulais te demander si pour toi, tu n'as jamais écrit de roman. L'opéra de Chaïa, c'est c'est une mon texte novelle, le hein, plus long. Oui, oui, c'est ma novella la plus longue, la l'opéra. plus longue, qui est aussi un très beau texte de comment on appellerait ça, de space opéra, Planète Opéra, oui. planète opéra, voilà. Voilà, donc je vais te demander comment fais-tu pour écrire, comment ça fonctionne pour toi? Alors, justement, je m'y prends de manière très différente selon le type de texte et en particulier selon le format. Euh, quand j'ai une idée, je dis une idée, mais en fait, une idée, c'est toujours au croisement de plusieurs idées qui se passe quelque chose. Mais quand j'ai une direction vers laquelle je vais partir, une situation, un enjeu, euh, en général, j'écris au fur et à mesure. Euh, on parle classiquement, comment on dit, les jardiniers Les et les les architectes. architectes, oui. Moi, j'écris mes nouvelles comme un jardinier, c'est-à-dire que je fais pas de plan à l'avance et quelquefois, je ne sais pas trop vers quoi je vais quand j'écris.
quelquefois je sais, hein, quelquefois c'est le point d'arrivée qui me donne l'idée de la nouvelle, mais pas toujours. Par contre, quand je passe à des formats plus longs, dès que j'écris une novella, ça me stresse. Donc là, je fais des plans, des canevas, des constructions. Je me fais un synopsis. Il me faut une page ou deux de synopsis que je vais transformer après au fur et à mesure, mais qui me sert de point de repère quand même. Donc je suis beaucoup plus le texte est long et plus je me sens obligée d'être une architecte. Et donc, j'imagine que les yeux d'Elsa, ou par exemple, t'as dû la construire parce qu'elle est pas si longue que ça, mais elle est quand même bien Oui, complexe. oui. En fait, Les Yeux d'Elsa, c'est une nouvelle assez particulière et Je n'avais, je n'ai pas vraiment construit la structure de la nouvelle, j'ai pas vraiment construit un synopsis, mais j'avais des scènes, j'avais des séquences qui étaient claires dans ma tête et que j'ai même quelquefois couché sur le papier, alors que j'en étais pas à ce moment-là de l'histoire. Ouais, effectivement, c'est très cinématographique. Ça fait Oui, penser je pense que à. l'opéra de Chaillal l'est encore Ouais. plus que Mais sinon. l'opéra de Chaillot demande d'imaginer un paysage, une nature qu'on découvre Oui, petit à petit, alors que dans les l'opéra de Chaillal. Elsa, ça se passe Non, mais chez certain. nous, quoi. Oui, oui, c'est ça. Donc, on a moins peut-être besoin de d'imaginer et plus on ressent peut-être davantage. Alors après, j'ai eu des retours sur le fait que, sur la manière dont les gens avaient eu ou non des difficultés à imaginer le dauphin. Ah oui, Et parce que c'est quand même un dauphin qui est génétiquement modifié et pas tout à fait un dauphin classique. Il y a même quelqu'un qui est bien connu dans le milieu de la science-fiction qui m'a dit que ce qui l'avait gêné, c'est qu'il n'arrivait pas à situer fonctionnaient les organes sexuels du dauphin. Et donc, il y avait des séquences intimes qu'il avait du mal à visualiser. Bon, oui, on a tous, ouais, c'est un détail. on a toujours un effort intellectuel à faire quand on lit une nouvelle, je trouve. Oui, puis moi, c'est moins cette partie-là que la relation à la mer, que la mer, l'océan, quoi. Que la construction, j'ai trouvé très cinématographique, du coup, très. C'est qu'un film, plus peut-être dans d'autres nouvelles où c'est plus, ça part plus, pas dans toutes les directions, mais je sais pas, j'essaie de parler clairement aussi, mais c'est plus, il y a plus d'effusion de sens, de vocabulaire. Là, on est vraiment, il y a trois personnages et puis, Alors, un des trucs qui me motive pour écrire, c'est justement de faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Je ne crois pas avoir deux nouvelles qui soient à peu près bâties de la même façon. ah Euh, oui, et si je, Souvent on m'a dit, mais pourquoi tu n'écris pas un fix-up, c'est-à-dire un ensemble de nouvelles qui seraient dans le même univers et qui se répondraient? Ben, si je le fais pas, c'est que ça m'amuserait pas. Je ne reprends pas un univers qui existe pour faire une autre histoire. C'est beaucoup plus intéressant d'en inventer un que de repartir dans un univers existant pour moi. Mais oui. peut-être parce que je suis nouvelliste, justement. Enfin, je pense que les deux choses sont liées. Oui, Euh, je fais de l'expérimentation et je fais de l'expérimentation sur du court parce que ça s'y prête beaucoup mieux et parce qu'on peut faire des choses beaucoup plus surprenantes et extravagantes en faisant du court. et bah, je prends la balle au bon parce que quand on cherche un peu des définitions de ce qu'est une nouvelle en littérature, en tout cas en littérature générale, c'est très étroit finalement. Il faut qu'il y ait une chute, il faut qu'il y ait une unité d'action, il faut pas qu'il y ait trop de personnages. Est-ce que tu penses que c'est encore réel? Parce que quand on lit tes nouvelles, il y en a, c'est des petits romans et ça fonctionne. Je pense que ces règles sont des règles de bon sens et qu'on est à peu près obligé de les appliquer. C'est-à-dire que si tu as une nouvelle qui fait 20 pages, tu vas pas avoir 12 personnages dedans. Mhm. On ne pourrait plus s'y intéresser, on serait complètement perdu. Euh, si, si tu as une nouvelle courte, tu as forcément une unité d'action. Enfin bon, après,
Tu peux faire un petit flashback ou une petite rupture et se retrouver 15 jours plus tard ou même 10 ans plus tard si tu as envie. Mhm. Mais tu peux pas faire quelque chose qui soit très éparpillé dans le temps. Tu es obligé d'avoir une certaine cohérence. Donc oui, oui, l'unité de lieu, d'action, de temps, le nombre restreint de personnages. Je crois que ça s'appliquera toujours à un texte court. On peut difficilement faire autrement. Moi, je suis une grande fan de nouvelles, que ce soit en littérature générale, dans quel que soit le genre, j'adore les nouvelles. Je trouve que Oui. c'est très intéressant de plonger directement dans un moment, dans une situation, dans des vies, et de pas avoir et de pas avoir d'explications autour. Je déteste qu'on me donne des explications. Je déteste qu'on me dise ce que je dois penser d'une situation, d'un personnage ou d'un moment. Je veux me le construire moi-même en tant que lectrice. Donc c'est ça que j'essaie de faire quand j'écris aussi. Pas expliquer. Et je ne peux pas écrire de roman parce que je ne crois pas qu'on puisse écrire un roman sans rien expliquer. À moins d'être un génie comme Salinger. J'ai une énorme admiration pour Salinger. Mais il écrit des romans atypiques. Qui ne Et il sont écrit pas des romans, c'est ça? Non, quand même, on n'ira des, pas jusque-là. il écrit des nouvelles absolument merveilleuses et des romans qui en général sont courts et Mm. qui ne sont pas très classiques quand même. Donc, quand tu développes un peu plus, tu dépasses, ça devient le format intermédiaire comme entre le roman et la nouvelle. C'est la novella, oui. Ouais, d'accord. Donc, on va continuer nos petites questions. Euh, Par contre, la chute, moi, je suis pas convaincue qu'il faille toujours une chute, Non, alors un retournement. ça dépend ce qu'on appelle une chute, Mm, mais en général, c'est intéressant de ne pas avoir le même point de vue sur l'histoire quand on arrive à la fin que quand on était au début. Et mm. ça peut suffire comme chute, hein. Un retournement du point de vue du lecteur. Ça, c'est une chose que je pratique de temps en temps, peut-être même assez souvent. Alors aussi, une autre question qui m'est venue en lisant tes textes, en regardant leur histoire surtout, leur histoire en tant qu'objet littéraire. Et je me dis, mais est-ce que la nouvelle est un, entre guillemets, un objet littéraire à vie multiple? Et ce n'est pas que mon expérience avec ton écriture, hein, je l'ai remarqué en lisant beaucoup d'auteurs de nouvelles. Est-ce que tu les réécris enfin, je sais pas, des fois sur 10 ans, tu les reprends, tu les republies? C'est un objet un roman, c'est rare que ça soit, où on en fait des poches et puis c'est tout, quoi. Alors, je pense que mes nouvelles, en moyenne, elles ont dû être chacune publiées au moins 4 ou 5 fois. Il y en a qui l'ont été beaucoup plus, il y en a qui l'ont été moins. Mais en moyenne, ça doit être ça. Ça fait beaucoup de vie, hein, pour une nouvelle. Oui, oui, tout à fait. Et puis, bon, il y en a même certaines qui ont été publiées dans d'autres langues. Mais ça, je n'interviens pas sur leur traduction. Je suis plus incapable de la relire en général. Mais il est très rare que je retravaille une nouvelle. Très, très rare. Je l'ai fait une fois de ma propre initiative parce que j'étais pas vraiment, 2 fois, parce que j'étais pas vraiment satisfaite d'un texte un peu ancien. Et sinon, je ne fais que les retouches que me suggère le nouvel éditeur. Un éditeur qui fait bien son travail, a un regard critique sur le texte et dit, là, il y a peut-être un mot, une répétition, un truc qu'il faudrait changer. Ça, je le fais volontiers. Mais non, pour moi, un texte, une fois qu'il est fini, non, en général, il est fini. J'aurais pas l'idée de le reprendre. Donc, Tant, c'est tant tout. qu'à retravailler un texte, j'en refais un nouveau. Je travaille beaucoup pendant que j'écris le texte. Je relis, je fais beaucoup de relecture au moment de l'écriture et beaucoup de corrections et plusieurs phases. Mais une fois que le texte est terminé, normalement, il est terminé.
Et c'est vrai que les nouvelles peuvent paraître dans des revues ou sur des sites et disparaître ou être très difficiles à retrouver. C'est plus facile de trouver un roman qu'une nouvelle, surtout si, par exemple, ta nouvelle est dans une anthologie. Alors moi, la Euh, chance que j'ai, c'est que j'ai un éditeur merveilleux, Jérôme Vincent, chez ActuSF, et que mes nouvelles, en général, elles sont publiées dans une anthologie ou une revue, ou enfin, dans des tas de supports très variés, mais que on fait ça depuis longtemps avec Jérôme. Quand il y en a suffisamment, on les regroupe et il me publie un recueil. Et on en est au quatrième recueil avec Jérôme, on commence à parler du cinquième. Euh, donc, c'est c'est pour ça que euh, ça assure une pérennité, un recueil. un recueil, oui, de, Oui, de tous les textes d'un même auteur. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on peut le retrouver plus facilement beaucoup plus, oui. que dans une anthologie. Et c'est vrai que c'est peut-être une fragilité. Enfin, le roman a sa fragilité, c'est qu'il est très vite pilonné, mais la nouvelle, c'est qu'elle peut disparaître des radars, ne pas remonter dans une bibliographie. Oui, oui, c'est vrai. Tu m'avais fait remarquer, et tu as sûrement bien raison, que ma page Wikipédia n'était pas à jour. Ah non, tout Ah à oui, fait. mais je m'en occupe pas. Oui. Non, il faut que quelqu'un le fasse à ta place. Mais bon, j'ai toujours eu ce genre de problème. Quand j'étais à l'université, il n'y a rien qui me pesait autant que de faire des dossiers d'avancement de carrière. Oui, ça, je J'ai comprends. toujours trouvé que c'était un cauchemar. Donc, tenir ces bibliographies à jour, c'est franchement pas quelque chose qui m'intéresse. Bon, bah tant pis. Les nouvelles, j'ai la chance d'être quand même assez souvent sollicitée. Je te dis pour la première publication de la nouvelle. Mhm. Et puis après, il se passe toutes sortes de choses. Allez, je vais te raconter. Je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai le droit d'en parler parce que l'éditeur n'a pas officiellement communiqué dessus, je crois. Mais je peux quand même te dire que j'ai été sollicitée par le magazine Reporter, donc le magazine numérique écologiste, Écologiste, oui. Mhm. voilà, pour écrire une nouvelle, comment dire, positive, enfin, donnant une vision euh, encourageante d'un avenir dans lequel on a des préoccupations écologistes. Et en fait, la revue Reporter, à l'époque, avait initié ça d'une manière très organisée, c'est-à-dire que tous les mois, ils publiaient un auteur euh, et ils ont récolté comme ça, je sais plus, une quinzaine de nouvelles de science-fiction. Eh bien, cet ensemble de nouvelles va être republié par un éditeur sous la forme d'une édition papier classique. Ah oui, c'est bien. Moi, par exemple, j'ai des tas de textes. Tout ce qui a été publié en numérique la première fois, ou tout ce qui a été publié dans un support qui n'est pas connu des amateurs de science-fiction classique, Mhm. pas dans la base de données Noosphère, du coup. Et oui, Et, si c'est et un donc, journal c'est vrai que du généraliste. coup, les nouvelles n'ont pas beaucoup de visibilité Mhm. tant qu'elles ne sont pas répertoriées quelque part. Mais le fait que elles ont de très bonnes chances d'être reprises un jour. Euh, Dans l'anthologie Nos futurs solidaires, c'est pareil. Il y a toute une série de nouvelles qui avaient été publiées dans une revue au- antérieure qui s'intéressait aux thématiques de la solidarité. Mais c'était déjà la deuxième vie de ces nouvelles quand elles sont sorties dans des anthologies. Donc ça, c'est finalement une force. Oui, Une force. Oui. beaucoup de vie pour les nouvelles. Donc c'est vrai que je ne sais pas si en littérature ça commence, enfin en littérature, c'est de la littérature, si ça commence à prendre, si on lit plus de nouvelles qu'avant.
Parce Très que c'est quand intéressant. même un genre où on a beaucoup de romans fleuves. Alors, je crois que aux États-Unis, la nouvelle est une forme bien connue et appréciée. Et je Mhm, crois qu'en France, on apprécie assez peu les nouvelles, malheureusement, alors qu'on a eu quand même Guy de Maupassant, Marcel mhm. Aimé, quelques autres. Euh, mais mais je sais pas, moi j'ai entendu quand j'étais en dédicace sur des salons des commentaires de gens qui avaient tendance à dire des choses du style ah, des nouvelles, mais quand est-ce que vous allez passer au roman? Comme si la nouvelle était la forme des débutants, ou la forme destinée à un public jeune, ou en Ah gros, oui. une forme plus facile destinée à des non-lecteurs. Mais que quand on passe aux choses sérieuses, on se met à écrire des romans. C'est vraiment l'opposé de ce que je pense moi, Oui, puis c'est pas du tout la réalité. ça dans les têtes. Oui, non, non, la nouvelle est tout à fait faite pour les adultes. Oui, et elle est peut-être même d'un abord plus difficile que de lire le cinquième tome de la grande saga dont on connaît déjà les personnages, les situations, le cadre, le régime politique et les animaux surprenants. La nouvelle, il faut plonger, hein, donc ça peut être déroutant. Oui, tout à fait. Puis c'est court. Oui, Donc on ne sait pas à quoi s'attendre. voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre. Après, si ça se passe mal, c'est plus vite fini aussi, Oui, ça c'est une bonne quelque chose. part. Ouais. Effectivement, on ne coince pas un lecteur pendant des jours et des jours. Il veut savoir la fin. Ben, maintenant, on va parler de tes textes, hein, puisqu'on va encore un petit moment. Dans Fidèle à ton pas, alors je lis pour pas redire cadencé, hein. Fidèle à ton pas balancé, qui d'ailleurs, la nouvelle qui donne le titre, mais c'est une nouvelle. Pourquoi c'est elle qui donne le titre? C'est une suggestion de mon éditeur Jérôme Vincent. Alors, cette nouvelle, encore une nouvelle qui a une histoire particulière. Tu as sans doute repéré le fait que c'est quelque chose qui est un peu complémentaire aux yeux d'Elsa. Les yeux d'Elsa est une nouvelle assez sombre qui parle de lâcheté, d'aveuglement, d'honnêteté, mais d'une manière un peu dure et Mhm. pessimiste. Et quand j'ai écrit ce texte, qui moi me touchait personnellement beaucoup, j'ai des amis qui m'ont dit que ce texte les avait rendus malheureux parce elle les avait obligés à faire face à leur propre lâcheté, leur propre faiblesse. Ah oui. Et je me suis dit, mon Dieu, mais je voulais pas les rendre malheureux. Et pourquoi est-ce qu'il est enfermé comme ça, mon personnage, et qu'est-ce qui aurait pu le sauver? Et j'ai essayé d'écrire, et c'est sans doute une des choses les plus difficiles que j'ai faites, j'ai essayé d'écrire ce que c'était que conquérir sa propre liberté mentale, se dépêtrer de tous ces préjugés, ces a priori, ces enfermements qu'on a bâtis autour de nous, et comment agrandir sa vie. Et j'ai essayé d'écrire une nouvelle dont le héros euh, s'ouvre au monde en se laissant, en se laissant guider par ce qui lui arrive, mais sans essayer d'avoir le contrôle surtout. Et pour moi, il grandit, il devient libre et c'est une histoire, quand je l'ai écrite, j'avais un sourire sur mon visage à la fin. Quand je la relis, ça marche encore. Et Et c'est ça a marché. Alors, c'est pas une nouvelle qui a eu un énorme succès, mais je sais qu'il y a des gens qu'elle a beaucoup touchés et qui ont eu un grand sourire sur leur visage quand ils l'ont lu. Ils ont compris ce que je disais dedans. Et je pense que ça a dû être le cas de Jérôme qui m'a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas donner le titre de cette nouvelle au recueil? Donc moi j'étais ravie, évidemment. J'ai dit oui, bien sûr. Mais c'est ce qui est étonnant, c'est que là, pour le coup, on s'attend pas à la fin, hein. Parce qu'on part dans une espèce Tu ne le voyais pas de très mental. pas debout sur un éléphant en train de... Non, je le voyais plutôt. On a l'impression au départ qu'il
il veut tellement copier la personne qu'il a perdue qu'on imagine une espèce de d'entonnoir dans lequel il irait, Il puisqu'à la voyait fin, enfermé, tu le voyais voilà, enfermé dans ses regrets. Alors, voilà, ou même ce tellement, oui, ce côté justement qu'on retrouve dans ton écriture d'ailleurs, c'est cette façon de rentrer dans l'autre, oui, de rentrer mentalement, physiquement, des fois de se transformer. C'est ah oui. ça que je pensais quand je disais le body horror, c'est toute proportion gardée parce qu'il n'y a pas d'horreur. Il n'y a Avec pas toi, d'horreur, mais on est toujours à effectivement, la limite de l'horreur, mais mais je on y va. pense que c'est ma vision personnelle de la liberté. La liberté, c'est accepter de se transformer. Un jour, j'ai eu dans mes amis un moine zen un- qui m'a transmis quelques connaissances sur le bouddhisme. Et je me suis aperçue que par mon propre cheminement, j'étais arrivée exactement à la même chose que ce qu'il m'expliquait, c'est-à-dire que bon, par exemple, dans les phrases classiques qui sont utilisées par le bouddhisme, on dit on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau. En fait, il faut accepter le changement. Si on souffre, c'est parce qu'on refuse que les choses changent. Mais inexorablement, autour de nous, tout change tout le temps. Et la seule manière de l'accepter, c'est d'accepter de se transformer. Si on essaie de rester figé dans ses convictions, dans ses certitudes, dans son essence, euh, on, on s'enferme. Le personnage des yeux d'Elsa, il est complètement enfermé dans sa manière de juger qui elle est, c'est lui qui doit décider, les humains sont supérieurs. Il s'est enfermé tout seul dans un tas de certitudes. Donc, pour moi, pour être libre, eh bien, il faut accepter de changer. Et pour accepter de changer, ben, il faut regarder l'autre et puis se laisser emporter par lui de plein de manières différentes. Et c'est pour ça Voilà. que je pense que ma thématique principale, c'est la rencontre. La Presque tous rencontre, mes oui. ouvrages sont des histoires de rencontres. L'altérité, Oui, la transformation, effectivement, physique et mentale. oui, On le voit dans l'opéra de Chaya, oui. c'est poussé jusqu'au bout. On le voit aussi, Encore qu'elle, elle résiste, hein, elle a du mal à changer, elle. elle a du mal à changer, elle est un peu négative Elle est aussi, un peu coincée, oui. coincée. Elle arrive pas. Après, c'est poussé très loin là. Je ne veux pas déflorer le sujet parce que c'est un très beau texte qu'il faut vraiment aller lire. Mais effectivement, il y a quelque chose. C'est toujours physique. Il y a aussi ce contact avec la nature finalement. On le voit dans l'opéra de Chaya, mais on le voit dans les autres. L- on est, je sais pas comment dire. Il y en a une alors qui est très drôle, ces petits arrangements intragalactiques. Elle est un peu bizarre. Mais, mais effectivement, là, il y a aussi de l'humour. C'est pareil, on s'adapte. Oui. Il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on prenne l'autre comme il est et qu'on le devienne un peu lui. Et Alors, les petits arrangements, au départ, euh, l'anthologiste qui m'avait contacté m'avait dit, est-ce que tu veux bien écrire une nouvelle dans laquelle il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il y a pas de bagarre? Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il n'y a jamais de guerre ou de bagarre ou de conflit dans mes textes, dans aucun de mes textes. oui, Donc, pour moi, c'est une évidence qu'un texte ne soit pas constant. Et c'est... et là, je dois être assez différente de pas mal d'auteurs, je pense, de ce point de vue, parce que quand il a lancé le projet, il y a eu des tas de réactions de gens qui disaient mais non, c'est pas possible, s'il n'y a pas de tension il n'y a narrative. pas d'histoire. Oui. Et donc, ben, c'est aussi pour ça que j'ai fait une histoire avec de l'humour, c'est que j'ai voulu emmener ça assez loin, mais on a des difficultés à résoudre pour des tas de raisons, et pas seulement parce qu'on a envie de se battre avec quelqu'un. Il suffit d'avoir faim c'est- et de ne pas Oui. trouver facilement à se nourrir, et puis ça y est, il y a de la tension et il y a un vrai problème à résoudre. Tu voulais me demander pourquoi cette nouvelle était dédiée à Robert Sheckley. Oui. Maintenant.
Robert Sheckley est un des auteurs que j'ai adoré dès que j'ai commencé à lire de la science-fiction, c'est-à-dire très tôt, euh, parce que c'est un humoriste extrêmement percutant et qu'il avait un talent extraordinaire pour mélanger le très prosaïque quotidien avec le grandiose galactique. Il faisait systématiquement un mélange des deux. Et en fait, dans cette nouvelle, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire Oui. un type qui a des préoccupations très terre à terre, qui a un boulot de commercial qu'on ne sent pas très palpitant, et qui se retrouve dans une situation étrange et qui va être obligé de se débrouiller avec les moyens du bord. C'est ce que font toujours les héros de Robert Sheckley. Ils Mm. essaient de se débrouiller avec leur bon sens et les moyens du bord. Et en général, ça marche pas du tout. Bon, moi, j'ai été gentille avec mon personnage, ça marche plutôt bien pour lui. Oui, Il est oui. très content, il se Mm. nourrit bien, et il va desserrer son pantalon. Des personnages qui essaient de résoudre des problèmes assez terrifiants et qui font ça avec trois bouts de ficelle et un peu de chewing-gum puis ça marche plus ou moins bien. Et d'ailleurs, pour continuer sur l'altérité, une autre, c'est un amour de sable. C'est la Oui, vision. Parce que ce qui est intéressant dans Petits arrangements intragalactiques, c'est que tu as aussi la vision des aliens alors, cette et que tu... nouvelle, au départ, je n'avais écrit que les petits arrangements intragalactiques. Et merci, tu l'as bien dit, il y a Mm, peu de gens mm, qui le disent bien. Intragalactique, c'est au sein de la galaxie, mm, c'est-à-dire entre voisins au sein d'une même galaxie. mm. J'aimais bien l'idée des petits arrangements avec le côté galactique. Galaxique, oui. Mais donc j'avais écrit ce texte et il n'y avait que la première partie dans mon premier recueil. Et, euh, et une amie qui m'avait invité à parler devant ses élèves m'a expliqué qu'ils étaient en train de travailler sur la question du point de vue. Et du coup, nous avons décidé ensemble de demander aux élèves d'écrire la même histoire vue du point de vue des extraterrestres, mais dans le même temps, je l'ai fait aussi. Et je me suis beaucoup amusée, évidemment. Ah oui, il a échappé belle d'ailleurs. Aux Alors, personnes. amusée avec les petits arrangements. J'étais revenue sur les petits Mm, arrangements mm. et le recto. Mais un amour de sable, oui, elle est moins amusante. Elle est inquiétante, celle-là, Elle est moins inquiétante, oui, c'est sur vrai. l'avenir. Et là aussi, j'aime bien travailler sur le fait que j'aime bien travailler sur la notion de vérité. Il n'y a pas qu'une vérité. Il y a autant de vérités que de gens qui donnent du sens à ce qu'ils regardent. Et j'aime bien avoir des situations dans lesquelles la même chose est vécue par des personnages qui le comprennent d'une manière très différente. Donc un amour de sable, c'est ça aussi, puisque l'un des protagonistes est un gros tas de sable. Il n'a pas d'yeux, il n'a pas de main, il n'a pas de bouche. Il peut pas du tout comprendre la situation de la même façon que les humains. Oui. C'était un défi assez compliqué. Je dis pas que je l'ai parfaitement réussi, mais c'était extrêmement intéressant à faire, hein. Alors, on arrêtera là-dessus parce que si on les prend une par une, on va y passer la soirée parce qu'elles sont toutes intéressantes et sympas à lire. C'est définissez priorité parce que là, on rentre dans un autre univers. C'est une histoire qui est un peu comme les yeux d'Elsa, qui est un peu Une histoire triste. d'amour. Voilà, une histoire d'amour qui finit mal. Mais justement, enfin, tu peux nous en parler un petit peu parce que là, tu passes dans autre chose, là, dans la technologie, la biologie Ah bah oui, technologie. il y a beaucoup de choses dans cette nouvelle. Ce dont je parle vraiment, pour moi, à mes yeux, c'est du fait que on n'est pas forcément conscient de ses propres sentiments. C'est ce qui arrive à cette pauvre fille qui s'est trompée en fait sur ce qu'elle cherchait, qui s'est pas vraiment menti à elle-même, mais qui s'est aveuglée. Mais bon, en même temps, j'ai une histoire de télépathie, une forme possible de télépathie, parce qu'il y a plein de manières de l'imaginer, mais dans laquelle la télépathie, c'est une télépathie de partage de projets
et donc de partage, d'efficacité, de synchronicité des gestes. Et Euh, puis en même temps, le monde du travail dont tu reparles. et puis une histoire de déchiffrage du passé à travers les traces qu'on peut observer. Et je trouvais cette idée très poétique. euh, et du coup, avec un conflit entre la télépathie et la manière de lire les traces du passé. Euh, alors, oui, c'est une de mes nouvelles. Je suis très contente que tu m'en parles parce que cette nouvelle, je l'aime bien, mais on m'en parle jamais. Elle fait Ah partie des oui. nouvelles, euh, bon, qui n'ont jamais été spécialement critiquées, enfin critiquées en positif, je veux dire. Mm. Donc, et je suis très contente que tu en parles. Ça me Oui, fait parce que tu as ce personnage qui gagne quelque chose finalement, et en même temps se rend compte qu'elle le perd. Elle, voilà, ce qu'elle croit gagner, elle le perd, donc c'est assez tragique. oui. C'est Parce qu'elle s'était trompée sur ce qu'elle cherchait voilà. vraiment. Oui. Oh, ben, il y a de l'autobiographie dans tout ce qu'on raconte. Ah. Non, Euh, non, c'est un très beau ça texte, nous hein. arrive à tous de ne pas savoir ce qu'on est en train de chercher ou de se tromper sur ce qu'on croit chercher. Et de pas comprendre ce qu'on a trouvé aussi. Oui, aussi, oui. Moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Alors, pour en terminer avec le recueil, donc je vous invite à lire, hein, parce que vraiment, je ne sais pas comment tu as choisi les textes d'ailleurs, parce que c'est ton éditeur, c'est ça? Non, c'est moi. C'est toi. Donc, il y a vraiment tout ton parcours d'autrice là, dans ce roman. Et il est illustré, curieusement. Enfin, curieusement, c'est assez rare parce qu'il y a. Curieusement, c'est que avant le recueil Fidèle à ton pas balancé, il y avait eu. euh, alors, le premier, c'est Le miroir aux éperluettes, puis Espace insécable, puis le recueil dans lequel il y a Les yeux d'Elsa, qui s'appelle Marouflage, Mhm. puis l'opéra de Chaillot. Donc, il y a eu quatre recueils qui ont été fusionnés en un seul. Mais ces quatre premiers recueils avaient chacun une couverture qui était faite par Gilles Francescano. Ah, Donc, c'est ce les sont couvertures alors les couvertures de Gilles Francescano qu'on a réintégrées à l'intérieur de du chaque recueil, partie en fait. qui reprenait ce qu'il y avait eu dans les quatre premiers, plus quelques inédits en plus, hein. Oui, oui, c'est très. En plus, on a l'histoire de chaque texte qui est Oui, aussi rapidement, oui. donc une introduction. Enfin, ça raconte pas l'histoire, mais ça Oui. remet Les l'histoire en. conditions dans lesquelles Voilà. elle a été écrite en général, oui. Et qu'est-ce que tu fais là pour en ce moment? Alors en ce moment, j'aimerais bien proposer un recueil à Jérôme, parce que j'ai quand même plusieurs nouvelles qui ont été publiées depuis Fidèle à ton pas balancé à droite à gauche. Mais pour terminer ce recueil, il faudrait que j'ai une novella. Et cette novella, j'ai commencé à l'écrire il y a un bon moment. Je suis un peu coincée au milieu. Et je suis Ah, un peu coincée, je sais pourquoi. Je suis coincée parce que, je te disais, j'ai des angoisses sur l'état du monde et je ne sais plus par quel bout il faut prendre les choses. S'il faut carrément faire comme s'il n'y avait pas de problème, non, ça je pourrais pas. Faire comme si... C'est difficile d'écrire des textes à l'heure actuelle pour moi qui soient autre chose que post-apocalyptique ou dystopique. Et j'ai pas du tout envie d'écrire un roman post-apo. Enfin, une nouvelle post-apo, une novella. Donc, oui, puis en plus, c'est pas ce qui manque, hein, c'est la mode un il peu y en en a ce un peu moment. trop à mon goût, oui. Ouais, oui, c'est sûr. Même en France, même. Oui, oui. Ben, on est tous dans Hmm. la même situation difficile de se dire par quel bout est-ce qu'on peut raconter l'avenir maintenant et de quelle façon. Et c'est pas facile. Oui, c'est sûr. À l'avenir, un avenir possible, hein. On prétend pas raconter l'avenir. Mais Non, il faut peut-être rêver un peu quand même et puis ah oui, oui, c'est sûr. Il faut toujours. franchir le cap de. En tout cas, en tant qu'autrice, parce qu'en tant qu'être humain dans un pays qui tient pas grand-chose, on a. C'est peut-être ça qui est angoissant, quoi. Oui, 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 mais bon. Euh,
je prendrai le temps qu'il faut. De toute façon, je suis une lectrice très exigeante, de plus en plus. C'est-à-dire que il y a quand même pas mal de romans que je n'arrive plus à finir, j'avoue. Mais je suis aussi de plus en plus difficile par rapport à ce que je fais moi. Et si je trouve que c'est pas terrible, j'arrête. Oh, ben, oui, de toute façon, autant mettre ton énergie dans autre chose. Je suis pas très productive. Quantité, en volume. Parce que tu as quand même réussi à... Oui, mais j'ai mis le temps. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je l'avoue, hein, je l'ai lu, je l'ai relu parce que on n'a pas pu, on a eu pas mal d'occasions ratées pour faire l'émission et du coup, je me remettais dedans et c'est vrai que c'est quand même un texte très, enfin, c'est pas un texte, ce sont des textes. Les textes que tu écris sont quand même très très particuliers. Ils sont d'une personnalité, enfin, c'est pas ce on lit pas souvent des ouvrages comme ça. Personnellement, j'ai découvert, je ne connaissais pas ton écriture, j'ai beaucoup apprécié la façon, sans y toucher, d'aller au fond des choses. Et puis c'est très poétique aussi. C'est ce qui Je est t'avoue important. qu'en tant que lectrice, quand je vois, quand j'ai l'impression, au bout de 30 ou 40 pages, que j'ai déjà lu l'histoire ou que je sais vers quoi elle va, que je sais de quoi il va être question et que rien ne va me surprendre, c'est là que j'ai pas envie de continuer. Pour moi, un texte n'a d'intérêt et de sens que s'il est unique. Enfin, après, c'est pas grave qu'il soit raté, de mon point de vue en tant que lectrice. Je préfère un texte raté, mais qui a des moments éblouissants, qui a même un paragraphe, une page que je trouve renversante. Je suis très sensible à la musique du texte aussi. Mais je préfère, oui, un texte qui est loin d'être parfait, quelquefois qui se termine en queue de poisson, mais qui parle d'une manière significative et pas banale de quelque chose qui fait sens, à un texte bien réussi, mais que j'ai l'impression d'avoir déjà lu 10 fois. Alors ça me tombe des mains, même si ça n'a pas de défaut. Ça m'ennuie. Voilà, bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Merci en tout cas de m'avoir reçu et puis Pour ta lecture et tes... d'avoir échangé. En tout cas, je recommande la lecture des nouvelles donc de Sylvie Lenné. Le- fidèle à ton pas balancé et je veux dire, c'est bien aussi maintenant que les ouvrages soient disponibles en. Alors il est en poche aussi, hein. Voilà, c'est le Donc il y même. a deux, il y a la Voilà, le version même en un poche. peu luxe si j'ose. Et c'est le même, oui. C'est pas la même couverture. Et enfin, il y a beaucoup Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on parcourt toute ta personnalité littéraire, tous tes univers. Il y a quand même une unité dans ces textes, même si tu dis que tu n'écris jamais la même chose, finalement, on te reconnaît. Oui. C'est l'intérêt, l'intérêt. Et ça fait que c'était un très beau recueil. Donc, en tout cas, je suis contente de l'avoir découvert et Merci Dunia. merci. Allez, au revoir, à bientôt.